Pour la dernière intervention, avant la pause du midi, nous allons écouter Mathilde Benmera-Mathieu, qui est directrice pédagogique de l'INSPE de Lorraine d'Épinal et qui est docteur en sciences de l'éducation et de la formation. Sa thèse qu'elle a soutenue l'année dernière porte sur les mécanismes genrés dans les pratiques d'évaluation en EPS et en mathématiques. Aujourd'hui, nous allons l'écouter sur comment ces biais dans l'évaluation peuvent avoir un impact sur la place des filles en sciences, biais d'évaluation en particulier dans les mathématiques. Donc je vais laisser la parole à Mathilde Benmera, qu'on peut applaudir. Je vous remercie. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je tiens d'abord à remercier le comité scientifique de cette journée Égalité et Sciences de m'avoir offert l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui et de vous présenter une partie de mes travaux de recherche. Donc, ma communication du jour, elle vise à interroger l'impact des biais d'évaluation en mathématiques sur la place des filles dans les sciences et plus particulièrement comment les pratiques évaluatives enseignantes influencent la confiance en soi des élèves et notre choix d'orientation. Donc, loin d'être neutre, l'évaluation, c'est vraiment un processus qui est socialement et culturellement ancré et qui participe à la construction des trajectoires scolaires, notamment en légitimant certaines formes de savoir et de compétences au détriment d'autres. Elle reflète et elle perpétue des normes implicites qui sont liées à la fois à des attentes institutionnelles, mais aussi à des représentations sociales, à des performances légitimes. Par son rôle sélectif et classificatoire, elle contribue donc à la différenciation des parcours en valorisant des dispositions et des habitudes différenciées selon l'origine sociale, le genre ou encore le capital culturel des élèves. Ainsi, bien qu'elle se présente comme un instrument objectif de mesure, on sait que l'évaluation influence et oriente les trajectoires scolaires en renforçant même parfois les inégalités initiales plutôt qu'en les corrigeant. Donc, dans mes travaux de thèse, j'ai analysé les pratiques évaluatives des enseignants en mathématiques et notamment leur rôle dans la reproduction des inégalités de genre. Et le premier point que je souhaitais aborder, c'est que grâce à une approche sociodidactique, mon étude, elle se situe à la croisée de la didactique et de la sociologie, telle que celle publicitée par Joshua Elair en 99, mais aussi mobilisée par d'autres chercheurs et chercheuses, tels que Brocolici ou Roditi ou encore Poggi. Cette approche, elle est vraiment intéressante parce qu'elle permet d'enrichir l'analyse des pratiques enseignantes en intégrant à la fois des dimensions individuelles et contextuelles qui influencent l'enseignement et l'apprentissage. Donc, ma présentation, elle s'organisera en 3 temps. D'abord, je dresserai un état des lieux des recherches sur l'évaluation et le genre en mathématiques. Ensuite, je vous présenterai mon dispositif méthodologique et quelques résultats majeurs. Et enfin, nous verrons quelles pistes peuvent être envisagées pour une évaluation plus égalitaire et leur impact potentiel sur l'accès des filles aux filières scientifiques. Donc, tout d'abord, concernant l'évaluation en mathématiques et les inégalités de genre, l'idée que les mathématiques seraient une discipline neutre, épargnée par les biais sociaux, et elle est largement remise en question par les travaux en sciences de l'éducation, tels que les travaux de Durubella de 2004 ou encore ceux de Nathalie Sayac de 2003. Et on le retrouve également sur les enquêtes internationales telles que PISA et TIMSS ou encore à travers le rapport annuel de la DEP intitulé Filles et garçons sur le chemin de l'égalité qui est publié chaque année en ce mois de mars. Et je vais me pencher particulièrement sur ce rapport de la DEP et ces rapports y révèlent 2 constantes. Tout d'abord, un petit écart de niveau au niveau de la réussite en mathématiques entre les filles et les garçons, qui se creuse au fil de la scolarité. Vous pouvez le voir avec
avec les graphiques qui se trouvent à droite, mais surtout des élèves filles qui expriment une moindre confiance en leurs capacités et une plus grande anxiété face à l'échec. On peut le voir sur le schéma de gauche, alors que les résultats sont sensiblement identiques, on a quand même des garçons qui ont une meilleure confiance face aux évaluations, d'accord? Alors que potentiellement, ils peuvent être en échec de manière plus importante, en tout cas en difficulté, de manière plus importante que les filles dans certaines disciplines. Mais peu importe la discipline que l'on prend, ce sont toujours les garçons qui ont un sentiment de confiance supérieur aux élèves filles. Et donc, cette différence de perception, elle a vraiment des conséquences directes sur leur ambition scolaire et professionnelle pour les filles, et en particulier dans les disciplines scientifiques. Les stéréotypes de genre, ils jouent ici un rôle clé. Les mathématiques sont historiquement associées à des compétences qui sont perçues comme innées et souvent attribuées aux garçons. À l'inverse, les filles, elles sont davantage encouragées à privilégier la rigueur et l'application, mais rarement à développer leur créativité mathématique ou leur prise de risque. Et donc, c'est dans ce contexte que l'évaluation, elle devient un levier de différenciation. Si les attentes, si les sollicitations et si les retours ne sont pas les mêmes selon le genre des élèves, alors l'évaluation contribue à renforcer les écarts de confiance en soi et d'engagement dans la discipline. Et donc, pour répondre à cette problématique, j'ai conduit une étude qualitative auprès d'enseignants et d'enseignantes de l'école primaire en observant plusieurs séances de mathématiques, mais aussi de PS, mais aujourd'hui je me focalise surtout sur les mathématiques. Et j'ai pu récolter 3 types de données. La première récolte, c'était à travers l'observation des séances. Et dans ces séances, on y utilise une focale encore plus précise qui s'appelle l'épisode évaluatif, qui est un concept qui a été développé par Madame Sayak dans ses travaux de 2017 et 2019. Et l'épisode évaluatif, en fait, c'est un moment où l'enseignant ou l'enseignante va émettre un jugement, alors soit de manière furtive, c'est-à-dire en quelques secondes, ou alors de manière plutôt appuyée, soit il va y avoir une conservation de traces ou non, mais en tout cas, cet enseignant ou cette enseignante émet un jugement à cet instant sur les savoirs et les savoir-faire de l'élève au cours de la séance. Et donc, pour le caractériser, voilà, on observe plusieurs choses. On observe sa durée, on observe les traces, et on observe aussi la tâche support sur laquelle l'élève est en train de se pencher, et qui va être le cœur de l'évaluation. Donc, on regarde aussi cette tâche support et notamment son niveau de complexité. Ça, c'est le premier recueil de données. Ensuite, on a un autre recueil de données qui se situe en amont même des séances et avec des entretiens où l'on va recueillir les intentions évaluatives des enseignants. Donc, on va leur poser des questions, voilà, sur leur vision du métier, sur comment ils évaluent leurs élèves, sur quelle place ils donnent à l'évaluation, comment ils situent leur classe, etc. Et puis, on va essayer d'aller attraper les premiers éléments du jugement évaluatif. Que Nathalie Sayak appelle la logique évaluative. Et pour mesurer tout cela, on a demandé à chaque participant et participante de réaliser en amont de la séance un portrait de 6 élèves de sa classe et d'établir un pronostic de réussite. Le choix des 6 élèves, le critère, c'était de choisir 6 élèves qui représentaient, selon eux, l'hétérogénéité de leur classe. Donc, il fallait choisir, voilà, 2 élèves dits plutôt en réussite, 2 élèves dits plutôt moyens et 2 élèves dits plutôt en difficulté. Donc, tous ces éléments-là nous ont permis de cartographier la logique évaluative de ces enseignants-là et d'attraper les premiers éléments de leur jugement évaluatif.
Et puis, il y a un troisième temps de collecte de données qui se situe cette fois-ci en post-séance, où l'on retrouve individuellement ces enseignants et où on a pratiqué des entretiens d'autoscopie discutés selon les principes définis par Boutinet en 2001. Et l'autoscopie discutée, qu'est-ce que c'est? C'est en fait des entretiens où les enseignants et enseignantes sont confrontés à des images de leur pratique, à des temps de leur pratique. Et donc, pour ces entretiens d'autoscopie discutés, nous avions sélectionné des épisodes évaluatifs, soit qui représentaient un bisexué, c'est-à-dire que là, on pouvait voir clairement sur ce temps que l'enseignant ou l'enseignante n'évaluait pas de la même manière un élève garçon ou une élève fille, ou alors ils ont pu aussi être confrontés à des épisodes évaluatifs qui symbolisaient un décalage dans leur attention évaluative. C'est-à-dire qu'en entretien T, une certaine manière de faire, etc. Et puis quand on a filmé, on a vu qu'il y avait un décalage. Donc on leur a aussi donné la possibilité d'observer ces moments-là. Et donc l'analyse fine de toutes ces données, elle a permis d'étudier et d'analyser la cohérence entre les intentions qui étaient déclarées par les enseignants et leurs pratiques effectives en classe, et ensuite d'y chercher des traces potentielles du système de genre. Et donc, maintenant, je vais vous présenter quelques résultats majeurs autour des biais d'évaluation mathématique et quelles conséquences sur les élèves filles. Les analyses, elles révèlent vraiment une dimension genrée dans les logiques évaluatives enseignantes, et on y retrouve également des traductions du système de genre dans les pratiques évaluatives in situ. Note sur plusieurs points. Le premier point, c'est sur les pronostics de réussite et les représentations. Nous avons des enseignants et enseignantes qui anticipent une réussite plus probable pour les élèves garçons en mathématiques. On a 75% des pronostics de réussite qui étaient favorables pour les garçons en mathématiques, alors que pour les filles, nous étions à 40% de pronostics de réussite favorables. Alors même que parmi les filles qui étaient élèves cibles qui avaient été sélectionnées, elles étaient déclarées comme en réussite dans cette discipline. Mais pourtant, elles obtiennent un pronostic de réussite inférieur aux garçons. Et que dans les garçons, il y avait aussi des garçons qui étaient estimés comme étant en difficulté. Mais pronostic de réussite supérieur. Et puis ensuite, dans les portraits, on retrouve des filles qui sont plus souvent perçues comme appliquées, scolaires, mais qui manquent d'assurance. Et ce qui influe indirectement sur les attentes des enseignants et par extension sur la perception qu'ont les élèves d'eux-mêmes. Les garçons, eux, étaient plutôt perçus comme performants, mais voilà, un petit peu qui bouge un petit peu, qui discute, qui voilà. Donc c'était vraiment des portraits très stéréotypés. Et puis le deuxième point où l'on retrouve ces biais dans l'évaluation, c'est sur les sollicitations. On a pu constater dans le cours des séances que c'était les garçons pardon, étaient interrogés sur des tâches plus complexes que les filles. Par exemple, en termes de chiffres, on a pu relever que les élèves garçons ont été évalués à 13 reprises sur des tâches d'un niveau complexe, alors que pour les filles, on en a retrouvé seulement 4. Derrière tâches complexes, j'entends des tâches qui nécessitent une prise de risque et une réflexion exploratoire. Et l'autre point qu'on a pu relever dans les feedbacks et dans la différenciation des feedbacks, c'est que les filles, elles étaient davantage sollicitées pour des exercices techniques ou des démonstrations procédurales, où on fait plutôt primer l'exactitude que l'initiative. Et puis, dans ces feedbacks différenciés, on a aussi pu constater que pour les filles, les retours des enseignants valorisent surtout l'effort et la persévérance, alors que pour les garçons, les feedbacks, les commentaires
mettent plus souvent en avant leur capacité intellectuelle et leur potentiel mathématique. Et l'autre différence qu'on a pu relever dans ces feedbacks, c'est aussi d'un point de vue quantitatif, puisqu'on a pu mesurer que dans l'ensemble des séances observées, on a 63 des feedbacks qui sont réservés exclusivement à des élèves garçons en mathématiques, alors qu'on est autour des 37% pour les élèves filles. Donc, quelles conséquences, tout ça, hein, ces biais, ils ont une répercussion significative, d'une part, sur la construction de la confiance en soi des élèves. En limitant les opportunités de prise de risque des filles, l'évaluation, elle les conforte dans une posture où elle privilégie plutôt la sécurité et la conformité plutôt que l'exploration et l'innovation. Et ce phénomène, il participe à leur moindre projection dans les études scientifiques et forcément contribue ainsi à leur sous-représentation dans ces filières. Et donc, la question qu'on se pose ensuite, c'est comment on peut repenser l'évaluation pour favoriser la place des filles en sciences. Et donc, face à ces différents constats, plusieurs pistes peuvent être envisagées pour limiter l'impact des biais évaluatifs et encourager une plus grande mixité dans les parcours scientifiques. Tout d'abord, le premier point, c'est former les enseignants et enseignantes aux biais évaluatifs en les sensibilisant aux attentes implicites qui, ils ou elles, peuvent exprimer différemment selon le genre des élèves. Et donc, je suis convaincue que ça peut se passer à la fois sur la formation initiale, mais aussi sur la formation continue des enseignants et des enseignantes, avec bien sûr des outils de formation complètement différents. Mais je suis convaincue que l'autoscopie discutée pour la formation continue, c'est une clé parce qu'elle offre vraiment à ces enseignants et enseignantes des perspectives de transformation des pratiques, à la fois individualisées, mais aussi contextualisées. L'autre piste que l'on pourrait envisager, c'est de diversifier les modalités d'évaluation. Nous pourrions inclure davantage de tâches qui encouragent la prise de risque et la créativité mathématique chez tous les élèves et évaluer sur des tâches de complexité similaires. Veiller à ce que les filles et les garçons aient le même contexte évaluatif et les mêmes attentes. On pourrait aussi travailler sur un rééquilibre des feedbacks, c'est-à-dire valoriser autant les capacités que l'effort, et quel que soit le genre des élèves. Et enfin, la dernière piste serait de travailler sur l'estime de soi en mathématiques, en mettant en place des dispositifs qui favorisent la confiance des filles dans leurs compétences. Et donc, ces ajustements, ils pourraient vraiment contribuer à modifier les représentations des élèves sur leur propre rapport aux mathématiques et à terme, ouvrir davantage l'accès des filles aux filières scientifiques. Donc, pour conclure, loin d'être un simple outil de mesure, l'évaluation, elle façonne la manière dont les élèves se projettent dans les disciplines scolaires et leur avenir professionnel. Et mes travaux montrent que c'est dès l'école primaire que ces mécanismes genres et subtils dans les pratiques évaluatives peuvent influencer la confiance en soi des élèves filles en mathématiques et par extension leur engagement dans les parcours scientifiques, qui sur le long terme pourrait alimenter à la fois directement les logiques évaluatives enseignantes, puisqu'on ne trouve pas beaucoup de filles dans les filières scientifiques ou qu'on a des filles qui nous semblent peu performantes en mathématiques, eh bien notre logique évaluative en tant qu'enseignant et enseignante, elle reprend ces éléments-là de manière inconsciente, et donc on reperpétue de nouveau cette vision stéréotypée, mais aussi sur le plus long terme, ça réalimente les représentations sociétales, voilà, hein, des dirigeants, des politiques qui, voilà, il n'y a pas beaucoup de filles en sciences, etc. Ou alors des commissions de recrutement. On n'attend pas à ce qu'une fille candidate sur un poste, plutôt une femme ou une fille sur un poste scientifique, etc. Donc ça réalimente sur le long terme les représentations sociétales.
Et si nous voulons favoriser une plus grande mixité dans ces disciplines, il est vraiment essentiel de questionner les pratiques d'évaluation et de réfléchir à des dispositifs plus égalitaires. Il ne s'agit pas seulement d'encourager les filles à faire des sciences, mais de s'assurer que l'école leur offre les mêmes conditions d'accès à la réussite. Donc, je vous remercie pour votre attention et je serai ravie d'échanger avec vous sur ces enjeux. Donc, merci beaucoup Mathilde. Si vous avez des questions dans la salle. Il faut parler dans le micro. Mais, enfin, voilà. Encore, si ça marche pas. Oui, voilà. Oui, il faut être. Merci. Oui, bonjour et merci beaucoup. Bonjour. J'avais donc une question concernant le fait que les enseignants, c'est des enseignants ou des enseignantes, et en particulier au primaire, énormément des enseignantes, lesquelles enseignantes n'ont pas forcément non plus un rapport très très positif et une très bonne estime d'elles-mêmes en mathématiques. Donc, dans quelle mesure ça joue dans vos analyses? Est-ce que vous avez envisagé, disons, ces différences aussi femmes-hommes et la présence massive de femmes dans le primaire? Oui, alors l'échantillon nous a pas forcément permis de nous pencher de manière très poussée sur ces questions-là, mais ce que l'on a pu relever, c'est que il y a des facteurs qui aggravent un petit peu cette reproduction des stéréotypes et cette vision stéréotypée des compétences des filles et des garçons. C'est en fait c'est le manque de confiance et dans l'enseignement de la discipline. C'est-à-dire que en entretien en séance, on a demandé à ces enseignants comment ils se sentaient par rapport à l'enseignement voilà, des mathématiques et de l'EPS. Et chez les enseignants qui déclaraient en antéséance être un petit peu en difficulté, ne tâtonner, etc., on a pu constater qu'ils reproduisaient, enfin en tout cas que les épisodes évaluatifs étaient vraiment stéréotypés et que les attentes étaient plus stéréotypées que chez des enseignants qui sont plutôt assurés dans la discipline. Donc je pense que le lien il peut être là, c'est que il faudrait le tester sur un échantillon beaucoup plus grand, mais que voilà, si on est enseignante et qu'en plus on n'est pas forcément à l'aise en sciences, en mathématiques, ça s'aggrave d'autant plus dans notre pratique. Bonjour, merci pour votre exposé qui est venu contrer quelques idées que je m'étais faites sur ces sujets-là. En particulier, j'étais restée sur l'idée que les évaluations des performances en mathématiques entre les filles et les garçons étaient différenciés, enfin les écarts de performance étaient différenciés, mais seulement plus tard. Et donc là, vous nous dites que c'est dès la primaire. Et du coup, j'imagine, mais peut-être je me trompe encore une fois, que c'est parce que les chiffres ont évolué en pire au cours de ces dernières années, qu'à un moment, ça devait être à peu près similaire et que ça s'est aggravé. Et en fait, du coup, je me questionne un petit peu sur tout ça parce que j'ai l'impression que les gens, les professeurs du secondaire, les professeurs des écoles en particulier, sont de plus en plus formés à ces problèmes de stéréotypes de genre, de biais. Et en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, on a fait quelque chose, au moins en termes des évaluations, si on leur donne tout le poids que vous proposez, qui est pire depuis quelques années, puisque les écarts de performance sont aggravés, alors que j'ai l'impression que les gens sont plus sensibilisés et que par rapport à avant, en fait, normalement, on devrait faire mieux. Du coup, voilà. Oui. Alors oui, et en fait, ce qui est
qui est impressionnant, c'est que si vous regardez ce rapport de l'ADEPE, c'est que les résultats de réussite, ils s'inversent en l'espace d'une année. C'est-à-dire que sur les évaluations de CP, vous avez des filles qui sont meilleures en mathématiques que les garçons. Alors, c'est très léger, hein, c'est toujours un delta très léger. Mais en une année, c'est-à-dire, vous regardez de nouveau les évaluations en début de CE1, et ben, le ratio s'est inversé. Non seulement les garçons obtiennent de meilleurs résultats en mathématiques, et en plus, l'écart se creuse. Donc, on cherche à comprendre ce qui, en une année, donc c'est-à-dire sur l'année de CP, ce qui peut se passer à l'école pour que des résultats s'inversent. Et ça rejoint la deuxième question que vous posez sur le fait que pourquoi on n'arrive pas, pourquoi l'écart s'aggrave alors qu'on est soi-disant de mieux en mieux formé, en tout cas de mieux en mieux sensibilisé. Je pense qu'on a pris une entrée pendant très longtemps qui était justement de sensibiliser sur déjà pour le premier degré comment on enseigne l'égalité filles-garçons, comment on sensibilise les élèves à ces questions. On s'est beaucoup concentré sur les élèves, il faut qu'on travaille sur le climat, sur la confiance en soi des élèves, etc. Mais en fait, il y a une vraie entrée didactique. Et cette entrée didactique, elle est prise depuis très peu de temps, depuis 3-4 ans. On commence à comprendre que finalement, c'est par la didactique des disciplines qu'on va réussir à lutter contre ces stéréotypes, parce que vous pouvez faire 50 séquences ou séances sur l'égalité filles-garçons. Si derrière vous enchaînez avec des séances de maths, de français, etc., où non seulement les supports ils sont stéréotypés, c'est-à-dire que si vous prenez les manuels de mathématiques, vous retrouvez, ce sont les filles qui enfilent les perles, ce sont les garçons qui participent, etc., à la course. Donc, si on utilise des supports stéréotypés, si nous, en tant qu'enseignants, on a des attentes stéréotypées dans nos didactiques, on aura beau sensibiliser les élèves, ça ne change rien. Et donc là, cette entrée didactique, on l'apprend très récemment, et l'idée, ça serait de sensibiliser à cette question-là, mais à travers les didactiques disciplinaires. C'est-à-dire que, voilà, quand je construis ma séance de mathématiques, comme on a appris aux enseignants à se mettre le filtre pour les élèves qui avaient des besoins éducatifs particuliers, on va leur apprendre à mettre le filtre de est-ce que je reproduis des stéréotypes, que ça soit dans mes critères de réussite, ou alors je me mets une petite note pour justement aller chercher des informations chez tout le monde et de la même manière, et je regarde les tâches que je propose et je me mets un petit pense-bête pour penser à aller prendre des informations quand tout le monde est sur une tâche complexe, etc. Donc la nuance, elle est là, c'est cette entrée didactique qui est assez récente en fait sur ces questions. Bonjour. En fait, moi, je suis doctorante en mathématiques et donc cette année, j'ai commencé à donner des cours et on n'a pas de formation pédagogique déjà. Et je sais que dans l'enseignement, quand on passe la GLEG, on fait quelques stages, etc. Et ensuite, on est un peu lâché comme ça. Et donc, quand vous parlez de formation à ces biais, déjà, en fait, je me demande comment ça pourrait être mis en place quand déjà il y a déjà des grandes difficultés juste sur la pédagogie de base, quoi. Alors, c'est vrai que pour dans la cadre de la formation doctorale, on est en train d'expérimenter avec l'IREM de Nancy. On est en train de monter cette formation pour les doctorants de Nancy, mais c'est vrai que c'est très inégalitaire, hein, d'une université à l'autre. Et puis, comme vous le dites, il y a déjà très peu d'heures de consacrées, mais justement, on pourrait optimiser en travaillant ces questions de manière transversale. Voilà, on forme à la pédagogie, et on met quelques éléments dedans, parce que vraiment ça se passe au moment où on construit ses cours, on construit ces séances. Donc je pense qu'il faut militer pour que vraiment encourager sur la formation doctorale aussi, et puis à l'intégrer comme on va essayer de l'intégrer pour les enseignants dans les formations didactiques. Je pense que la clé, elle est là, parce qu'effectivement, il y a quand même peu de chances qu'on arrive à multiplier des heures de formation alors qu'on a déjà du mal à avoir un minima. Mais après, si vraiment il n'y a rien,
En tout cas, si c'est pas proposé, je pense il y a pas mal de ressources de lecture qui déjà pourraient ouvrir le regard sur ces questions-là. Parce que c'est vraiment ça, c'est une fois qu'on en a entendu parler et une fois qu'on a compris le mécanisme et comment il se construisait, eh ben, de manière implicite, on y fait attention. Alors au début, ça va être assez mécanique. Il va falloir qu'on y pense et qu'on se mette des petites astuces, des petits pense-bêtes pour être vigilant. Mais après, ça entre dans notre pratique. Bonjour, merci pour la présentation. Vous avez très bien explicité les différents biais de l'évaluation. Et en fait, la question que je me pose, c'est à quel point ces biais contribuent réellement au déficit de femmes dans les matières scientifiques et quels sont les autres biais qui participent à ce déficit. Merci. Je pense que ces biais, ils participent à la sous-représentation des filles dans les filières scientifiques parce que si on a toujours été évalué sur des choses très simples en mathématiques, qu'on n'a jamais poussé nos compétences au maximum qu'on pourrait, ou en tout cas quand on sollicite l'envie d'y aller, eh ben on nous brive un petit peu. Tout ça contribue au fait que les mathématiques, j'ai envie d'aller plus loin, mais en fait on me le permet pas. En tout cas, c'est un petit peu verrouillé, donc je perds en attrait. Et puis si malheureusement mes résultats ils commencent parce que quand j'arrive sur des évaluations standardisées, je retrouve ces tâches complexes. Et puis comme je ne me suis pas entraînée ou comme je n'ai pas appris à travailler sur des tâches complexes, je n'y arrive pas. Donc ça renforce les mathématiques. Les mathématiques, c'est pas pour moi, d'accord. Les sciences, c'est pas pour moi. Donc c'est en ça que je pense vraiment que ces biais, ils contribuent, ils sont une explication possible. Il y en a d'autres, mais ils sont une explication possible au fait que les filles ne se dirigent pas vers des filières scientifiques. Et puis ensuite, je pense que les autres biais, c'est sociétal, d'accord? C'est-à-dire que il y a aussi les familles derrière qui vont encourager peut-être dans certaines familles des études plutôt littéraires ou alors voilà, il y a aussi la famille qui est un peu important sur ces questions-là parce que je pense que parfois, même souvent, voilà, des élèves, les parents guident leurs enfants dans des filières dites stéréotypées. Donc c'est vraiment un équilibre entre les deux. C'est des élèves des élèves filles qui n'y vont pas parce que je me sens en difficulté ou alors ça m'intéresse pas parce qu'on m'a jamais tiré, on m'a pas assez tiré pour me donner l'envie. Et puis à la fois des familles qui mettent une certaine pression aussi sur certains types de filières, en tout cas de choix de filières. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Moi, je suis enseignante-chercheuse en mathématiques et je me reconnais beaucoup dans les enseignants qui ont été, que vous avez interrogés, parce que même si je suis sensible à ces questions, même si j'ai lu énormément de choses et que c'est un sujet même aujourd'hui sur lequel je travaille aussi en didactique. Voilà, j'ai mes biais qui sont présents et je continue à perpétuer aussi, y compris dans les épisodes évaluatifs, moi-même, certainement des biais et des pratiques qui sont pas égalitaires. Donc c'est à la fois un témoignage un peu peut-être pessimiste pour dire même on a beau se former, on a beau se sensibiliser, il reste, il y a des choses qui sont difficiles à éradiquer, mais c'est aussi, je veux pas être trop pessimiste, c'est aussi peut-être moi j'ai trouvé intéressant la méthodologie de l'autoscopie en fait, alors nous, c'est pas toujours facile de se le faire à soi-même, mais en réponse à la question de tout à l'heure de la doctorante, je pense que si on n'a pas de possibilité de formation, parce que voilà, on sait bien que les budgets sont pas
sont pas suffisants, etc. Mais pouvoir dire à un collègue doctorant ou bah tiens, tu veux pas venir assister à ma séance et puis moi je vais assister à une de tes séances, puis après on en reparle entre nous, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que moi j'ai vu. Ben en fait, je trouve que ça c'est hyper efficace. Donc on n'a pas du tout cette culture-là ou très peu cette culture-là en France, mais je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à développer. Oui, oui, tout à fait. Et c'est vraiment un point clé pour obtenir, voilà, si on veut obtenir des pistes d'évaluation de notre pratique qui sont à la fois individualisées et contextualisées, c'est vraiment l'outil clé, hein, parce que c'est vrai que c'est souvent la critique qu'on peut faire aussi, hein, des enseignants qui sont un peu réfractaires, hein, de venir en formation. On dit jamais qu'on vient faire une formation sur, en tout cas rarement, sur l'égalité filles-garçons et encore moins sur on va regarder vos pratiques et on va vous dire, mais et parce que ou des choses très très générales, ils sont plutôt réticents. Mais voilà, l'aspect on collabore, on regarde ensemble et puis c'est pas on justifie ce qu'on fait, mais on commente et on explicite. Et puis généralement ça fait son chemin parce que quand la personne est en train d'expliciter, il ou elle se rend compte que, mais en fait, mais je me souviens, je vous ai dit ça en tes séances, mais en fait, je le fais pas du tout. Et il y a, ça sort de la personne elle-même. Donc c'est un outil qui peut rendre un petit peu autonome dans la formation, et c'est aussi un outil qui permet de désamorcer certains blocages ou certaines réticences sur le fait de travailler sur ces questions-là. Bonjour, merci pour votre exposé. Je suis enseignante en sciences humaines dans une école d'ingénieurs et je voulais vous poser la question, comment ça se fait par exemple que dans des pays comme la Tunisie ou autres, les filles suivent de manière plus égalitaire, on va dire, des parcours en formation, notamment en enseignement supérieur, scientifique, alors qu'en France, on est, on va dire, à un quart des filles dans des écoles d'ingénieurs. Et en Tunisie, par exemple, c'est pas du tout le cas. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée? Voilà. Pourquoi en France, on n'est pas meilleur? Alors bon, j'ai pas de connaissance particulière sur la société tunisienne, mais on pourrait peut-être aller observer la culture scientifique de ce pays. Est-ce que c'est une société qui promouvoit la culture scientifique et qui travaille sur ces questions de manière peut-être plus importante ou en tout cas peut-être dès le plus jeune âge sur ces questions-là, ça pourrait être une piste de réponse. Et puis ensuite, il faudrait peut-être aller observer ce système éducatif-là. Peut-être qu'il y a un volume horaire ou une formation qui est différente à un moment donné chez les enseignants. En tout cas, je regarde plutôt le côté enseignant parce que le côté sociétal, c'est compliqué, mais pour moi d'émettre un avis. Mais peut-être qu'il y a une explication dans le système éducatif tunisien qui expliquerait le fait qu'ils aient plus de filles dans leur filière, dans les filières ingénieurs. Ça peut être une réponse possible, oui. Merci. Oui, alors moi j'ai une question vraiment tout à fait différente, mais vous avez également travaillé sur le sport. Et par ailleurs, on sait aussi qu'en primaire, il y a des grandes différences filles-garçons, là, pas des petites comme en maths, mais des grandes en français, en expression orale et en écriture. Donc, pourquoi est-ce qu'on est toujours en train de nous dire que les filles sont moins bonnes que les garçons, d'une certaine façon, quand on voit ces comptes rendus d'évaluation, alors qu'en fait, il y a vraiment des domaines où il y a un gros déficit pour les garçons. Voilà. Donc, deux questions différentes. Une sur les sports et puis une sur cette histoire de... Alors, sur l'EPS, et les résultats sur l'EPS, ils sont encore plus insidus que ceux de maths parce que selon l'activité physique, ce phénomène, il s'inverse, d'accord, au niveau des épisodes évaluatifs et ce phénomène d'attente différenciée, etc. C'est-à-dire que on a pu observer des séquences de danse
Et là, ça s'inverse. C'est-à-dire qu'on va envoyer les filles on va évaluer les filles sur des tâches complexes et on va un petit peu, et les garçons, à l'inverse, non. On va consacrer nos interactions aux filles, etc. Donc, l'EPS, elle a une complexité supplémentaire sur ces questions-là par rapport aux mathématiques. C'est que selon l'APSA, c'est-à-dire selon l'activité physique, ça s'inverse, d'accord? Le processus change. Et pour la deuxième question, pourquoi on entend toujours les filles, etc. Et, voilà. Je pense parce que il y a c'est selon l'intérêt porté aux disciplines. Hein, en fait, les mathématiques est une discipline qui est reliée à la réussite scolaire, d'accord, clairement, et une discipline aux yeux des enseignants ou même de la société élitiste, d'accord. Euh, et donc, je pense que c'est ça aussi, et le fait que c'est en mathématiques que les filles obtiennent des résultats un tout petit peu moins bons que les garçons, en attendant, c'est en mathématiques, donc c'est pour ça que ça prend le dessus par rapport à l'écart en français entre les filles et les garçons, qui est tout aussi important, mais dans l'autre sens. Mais les mathématiques ont vraiment une place particulière dans le système éducatif. Je voulais juste rebondir sur la question tout à l'heure à propos de la Tunisie, parce que en fait, on a eu donc moi je travaille en informatique et on a eu une vague de recrutement de doctorantes en informatique ces dernières années, et du coup je suis allée leur poser la question de comment ça se fait qu'elles étaient autant à postuler, elles ont un super niveau, et en fait elles m'ont expliqué qu'en Tunisie, le système est un peu différent, mais en tout cas, il y a une image du travail en informatique ou en électronique qui est complètement différente de celle qu'on a ici en France. Pour eux, c'est du travail souvent dans des bureaux, qui est bien payé, qui est plutôt intéressant, mais qui vont leur donner une vie relativement tranquille. En tout cas, c'est la perception qu'elles ont. Donc c'est un travail qui est très bien adapté pour une vie féminine. Ça, ce qu'elles me disent. Voilà, c'est des fois des arguments qu'on essaye de donner pour donner envie de l'informatique. Je sais pas si c'est un bon argument ou pas, mais bon, voilà. Non. Et après, je me suis posé aussi la question de qu'est-ce qu'on faisait de mal et c'est un peu dans le sens de ma première question tout à l'heure quand je vous disais, mais comment ça se fait qu'on est pire alors qu'on est censé faire mieux? En fait, dans en licence en informatique, on a voulu faire des actions pour les jeunes femmes, pour les mettre en valeur, pour qu'elles se retrouvent entre elles. Et en fait, on a eu une vague de protestations assez véhémentes. Elles nous ont dit mais non, mais on n'a pas du tout envie d'être singularisés. On est là, on a choisi d'être là. Faut arrêter de nous prendre à partie. On n'a pas du tout, c'est pas du tout ça qu'on a envie de faire. Et en fait, je me demande, mais bon, c'est réflexion, si on n'est pas en train de faire exactement la même chose en primaire, si ça a changé au fil du temps, c'est-à-dire qu'en voulant essayer de faire bien, on fait pire. Parce que on est en train en disant aux profs, faites attention de la manière dont vous vous exprimez. Moi, la première, hein, j'ai des loupés assez fréquemment. La manière dont vous vous exprimez vis-à-vis des filles, vous, par exemple, vous donnez plus de temps de parole aux garçons qu'aux filles, vous valorisez plus, et du coup, on essaye de faire différemment, mais on en fait beaucoup trop. Du coup, c'est complètement contre-productif. Et voilà, je me demande si on n'est pas dans un moment où, en essayant de mettre en place plein de stratagèmes pour essayer de changer les choses, on fait pas nettement pire. Voilà. Merci. Je pense vraiment que on a donné la priorité pendant très longtemps à cet aspect quantitatif de attention au nombre d'interactions, etc. Et que c'est vraiment, et je vous rejoins sur le fait que ça vient cristalliser beaucoup de choses et que du coup, soit on se braque et on dit tant pis, ou alors ceux en face se braquent et disent mais ça suffit. Mais je pense que si plutôt on se penchait sur l'aspect
qualitatif et pas sur l'aspect d'essayer de valoriser l'un ou l'autre, mais sur l'aspect que ça soit égalitaire et que chacun et chacune puisse s'emparer de ce qu'on propose. Je pense que ça, pour le coup, ça aurait beaucoup plus d'impact que tout ce qu'on fait, que ce qu'on fait depuis, comme vous le dites, hein, plusieurs années, mais voilà, à vouloir vraiment chercher à compenser, ça cristallise le tout. Mais juste enseigner, voilà, je me pose pas la question de est-ce que les filles vont, il faut que les filles s'en emparent un peu plus, donc je vais faire attention. C'est voilà, il faut que les filles et les garçons s'emparent des mêmes choses. Donc, est-ce que ce que je propose là, sur ma fiche de préparation, est-ce que ce que j'ai posé, les filles et les garçons vont pouvoir s'en emparer de la même manière? Et pour moi, ça, c'est le premier point et c'est peut-être celui sur lequel il faudrait se pencher en priorité. On va arrêter ici pour les questions, pour des raisons de temps. Bien sûr. On peut encore remercier Mathilde Benmera-Mathieu. Je vous remercie. Merci à vous.